Mamie Vapote vient encore de dégainer le 49.3. Il y a un moment où on se demande s'il n'y a pas un devoir de révolte. En France, il y a trop de gens qui ne sont pas encore informés de ce qui se passe. Ils ne pourront pas cacher ça éternellement. Il convient de réfléchir à ces mécanismes qui nous manipulent. La peur est un outil de manipulation, est un outil de contrôle. Il ne faut pas avoir peur. Coucou les normies. Non mais t'as vu ce faste à Versailles? Désolé, je viens de dépenser 6 millions d'euros. C'est à vous de vous serrer la ceinture maintenant pour votre essence. Non. Moi personnellement, je roule avec une voiture électrique depuis 2 mois. On va se les peler cet hiver. Eh ben c'est un coup des Russes, pardi. Alors là, vous me surprenez. Qu'est-ce que vous jouez bien. Franchement, ils sont super malins ces Ruskov. C'est presque qui est la plus grosse. Plus grosse voiture déjà dans un premier temps. Excusez-moi, j'ai un fan club derrière moi. Donc c'est très drôle. C'est l'heure du sonneur. Alors la guerre qui se déroule sur la scène israélo-palestinienne entraîne en France une hystérisation du débat et des rues. Je vous rappelle ce qu'en dit d'ailleurs Gérald Darmanin chez Quotidien il y a 2 jours. 4 jours après l'attaque terroriste du Hamas contre Israël, est-ce que les Juifs de France sont en sécurité dans notre pays, monsieur le ministre? On fait tout pour qu'ils soient en sécurité dans notre pays. Malheureusement, il y a beaucoup d'actes antisémites en France depuis longtemps. Il y en a beaucoup eu ces dernières années. Et puis on constate par exemple depuis samedi qu'il y a une 50aine d'actes antisémites en 48 heures, particulièrement graves parfois. Des gens qui vont devant des synagogues nombreux, qui crient des menaces. Heureusement que des policiers sont là pour les interpeller. Il y a eu 16 interpellations depuis 2 jours. Des drones qui rentrent dans des cours d'école avec une caméra. Ce n'était pas le cas habituellement. Et puis après des choses évidemment dramatiques, mais qui ne touchent pas les personnes immédiatement. Des slogans, des tags, des lettres de menaces. Est-ce que vous avez ouvert des enquêtes? Oui, alors c'est... Voilà, Gérald Darmanin qui parle de ces enquêtes, de ces interpellations et de ces violences depuis le début du conflit sur place en Ukraine, sur la scène israélienne et palestinienne. Et ici, on voit justement l'importation de ce débat et de ce combat ici en France. Et un combat qui continue à l'Assemblée nationale aussi. Manuel Bompard, député LFI, refuse de qualifier le Hamas de groupe terroriste. Écoutez-le. Bonjour Manuel Bompard. Bonjour. Est-ce que pour vous le Hamas est une organisation terroriste? Le Hamas est une organisation qui a commis samedi des actes qui visent à semer la terreur. Et si on prend comme définition du terrorisme le fait de vouloir semer la terreur par des actes criminels, les actes qui ont été commis samedi correspondent bien évidemment à cette définition. Vous qualifiez les actes, mais pas l'organisation. Moi, je considère, laissez-moi terminer, moi, je considère que les actes qui ont été commis samedi, en droit international, s'apparentent à des crimes de guerre. Et je ne suis pas le seul à utiliser cette expression, puisque j'ai vu que le représentant de l'État d'Israël aux Nations Unies utilise cette même qualification. Et pour une raison... Voilà Manuel Bompard qui s'explique, député LFI, qui refuse de qualifier donc le Hamas de groupe terroriste, évidemment, depuis Haro sur LFI, avec d'ailleurs des réponses de l'autre côté qui sont particulièrement étonnantes. Écoutez, un exemple, Enrico Macias, qui était sur le plateau de Pascal Praud, qui appelle quand même à dégommer LFI, même physiquement. Écoutez. Cette horreur. Oui. Et quand j'entends l'extrême gauche qui se défausse devant cette horreur, eh ben, vous m'obligez à dire ce que je voulais pas dire. Ben, il faut les dégommer, ces gens-là. Il faut les dégommer. En tout cas, politiquement. Ouais. Non, il faut les dégommer. Politiquement. Oui, ben, bien sûr, mais peut-être même physiquement. Électoralement. Non. Voilà, peut-être même physiquement, explique Enrico Macias. Alors, et autrement, sinon, le sénateur LR Stéphane Le Rudelier a lancé une pétition pour engager la dissolution du mouvement mélenchoniste, suivi d'ailleurs et relayé par des cadres macronistes. Alors, peut-on réussir à discuter intelligemment en France de ce qui se passe au Proche-Orient? La question se pose et on la pose à mes 2 chroniqueurs préférés, Alexandre Langlois et Régis de Castelnau. Bonjour Régis de Castelnau. Bonjour Clémence. Et merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Je rappelle, avocat à la Cour et auteur du blog Vue du droit et de ce livre Une justice politique aux éditions L'Artilleur. Alexandre Langlois, bonjour. Bonjour Clémence. Ancien policier, auteur de L'ennemi de l'intérieur, dérive et dysfonctionnement de la police nationale aux éditions Talma et de Essayer la démocratie au bal masqué de la Macronie, toujours aux éditions Talma. On va commencer par donner la parole à Régis de Castelnau. Je crois qu'il a beaucoup de choses à dire sur ce sujet.
Bon, je suppose qu'Alexandre aussi a beaucoup de choses à dire. Moi, je voulais déjà répondre à votre question, Clément. C'est-il possible d'avoir un débat normal sur ce qui se passe au Moyen-Orient? La réponse est évidemment non. Hein, c'est le chaos et dès qu'on va sur les réseaux, c'est impressionnant. C'est impressionnant. Tout le monde perd un peu les pédales. Enfin, en tout cas, beaucoup de gens. J'ai bien entendu ce qu'a dit Enrico Macias. Enrico Macias, il est le mendiant de l'amour. Effectivement, il mendie plus beaucoup l'amour, mais enfin, c'est une personne âgée, c'est l'émotion, etc. Faut pas survaloriser ce qu'il a dit. Enfin, bon, voilà. Alors, il y a des parlementaires LFI qui ont déposé plainte. Tout ça est ridicule. Qu'on le laisse en paix. Hein, il a parlé sous le coup de l'émotion. Non, moi, ce qui me préoccupe, c'est que une fois de plus, et ça dit bien la tension de notre société, mais aussi les méthodes que le pouvoir entend utiliser, ce sont les atteintes aux libertés dans ce débat. Il y a un débat. Bon, j'entendais hier Roger Carucci, le sénateur, qui disait au Premier ministre, à la Première ministre, il faut que vous punissiez ceux qui ne soutiennent pas le gouvernement israélien. Mais attendez, mais on est où là? On va punir une opinion, on va punir le fait. Moi, je ne soutiens pas le gouvernement israélien, les Ben-Zvir, des gens qui sont qualifiés par toute la presse internationale de néo-nazis. Hein, je le soutiens pas. Je soutiens toutes ces populations qui sont confrontées à la souffrance et à la violence, évidemment, mais on me somme comme ça. Il y a également... Et d'ailleurs, pardon, une petite précision, même les Israéliens, jusqu'à très peu de temps, ne soutenaient pas en grande majorité leur gouvernement, puisqu'il y avait de fortes dissensions politiques. J'écoutais hier un journaliste israélien qui était en Israël et qui disait que le discours de Netanyahou, ce discours qui disait on est la phalange avancée de la civilisation, c'est nous qui portons les valeurs, etc. Le journaliste disait mais c'est pas du tout ce que dit la presse israélienne, c'est pas ce que l'opinion publique israélienne pense. La preuve, elle a été très divisée dans la dernière période. Donc le problème aussi, c'est Darmanin, le ministre de l'Intérieur, il dit on interdit toutes les manifestations qui seraient des manifestations de soutien à la cause palestinienne. Mais enfin, écoutez, c'est une liberté d'expression, le droit de manifestation. On fait pas de tout ça, ce sont des violations de notre Constitution, des violations de la Déclaration des droits de l'homme. Il y a aujourd'hui une tendance à la répression, une tendance à piétiner les libertés publiques, moi qui me choque. Bon, alors là-dessus, une précision quand même. Donc c'est des manifestations pro-palestiniennes à Paris. Il y en avait deux, je crois qu'il y en avait une à Lyon, on avait encore d'autres ailleurs, qui donc étaient interdites pour risque de trouble à l'ordre public. Et notamment, la préfecture de Lyon a précisé qu'elle craignait des confrontations entre les individus issus de la mouvance pro-palestinienne et ceux de la communauté juive. Oui, mais la préfecture fait son boulot. Il faut ce critère. De troubles à l'ordre public et bien évidemment de risque d'affrontement. Nous, on a la plus forte communauté juive d'Europe qui est bouleversée, totalement bouleversée, et on les comprend. Et on a la plus forte communauté musulmane d'Europe. Donc clairement, ce conflit est importé chez nous. Donc il faut faire très très attention. Mais un ministre de l'Intérieur n'a pas à dire a priori j'interdis d'exprimer une autre opinion que celle du gouvernement français. Enfin, qu'est-ce que ça signifie? Qui soutient Israël et Madame la présidente de l'Assemblée nationale disant soutien inconditionnel au gouvernement israélien. Bon, bravo. Moi, je suis désolé, c'est pas ma position. Petite donnée avant de rendre la parole concernant tout le débat autour de la qualification de terroriste, de terrorisme et la qualification de crime de guerre. Alors, je crois qu'il faut crime de guerre, qui est le terme qu'utilise LFI. Voilà. Donc, il faut être. Le droit, c'est pratique. Ça permet de requalifier les choses et de les voir. Bon, que le Hamas soit un groupe terroriste, il est considéré comme tel par beaucoup de pays. Personnellement, j'aurais tendance à dire oui, c'est un mouvement terroriste. Cela étant, c'est un mouvement
qui a une légitimité initiale, parce qu'il a été élu à Gaza, etc. Et je vais rappeler quand même que c'est un conflit. On est dans un conflit, c'est pas un groupe de gens venus d'on ne sait où qui viennent au Bataclan commettre un acte terroriste. Là, il s'agit d'une guerre qui dure depuis 1949. Et dans la guerre, c'est un conflit entre deux peuples, peuple israélien, peuple palestinien. Et dans la guerre, il y a des crimes de guerre ou des crimes contre l'humanité. Et ce qui qualifie ce qu'a fait le Hamas, c'est bien crime de guerre, voire crime contre l'humanité. Ce sont des catégories qui sont considérées par le droit international, qui font l'objet de procédures basées sur le droit international. Donc c'est bien ça la bonne qualification, et c'est important de l'avoir parce que ça renvoie à la donnée qui est effectivement un conflit. Les auteurs des attentats du Bataclan, enfin les survivants, ils ont été jugés par une cour d'assises française en application du droit interne, pas du droit international, en application du droit interne, après une procédure du Code de procédure pénale français. Ce sont des infractions de droit commun qualifiées avec des facteurs d'aggravation de terrorisme, mais c'est différent de ce qui s'est passé en Israël. Mais ça n'excuse rien de parler de crimes de guerre ou de crimes contre l'humanité. C'est cette réalité. Mais si on refuse, pour se contenter de parler de terrorisme, on fait passer sous la table l'existence de ce conflit. Or, c'est ce conflit qui pose un problème terrible et que on va continuer les incantations. Il faut le régler. Je dis incantation parce que je me fais pas beaucoup d'illusions. Donc, ne faisons pas passer ce conflit sous la table. Oui, mais donc là-dessus, vous êtes d'accord, vous allez dans le sens de LFI sur le fait que finalement, il faut utiliser ce terme de crime de guerre. Ah oui, je l'ai dit hier sur les réseaux, ça n'excuse pas tout ce que j'ai à dire sur LFI, ça ne change pas, je veux dire, mais je considère que là, ils ont raison. L'enjeu politique, il est bien celui-là. C'est un conflit qu'il convient de régler. Alors on va dire, ah oui, mais par conséquent, il faut négocier. C'est pas comme ça que ça se passe. Moi, je reviens à ce que disait le général de Gaulle en 1967. Il disait, après la guerre des 6 jours, il disait, voilà, la communauté internationale est aussi là pour ça. Il y a des instances, il y a l'ONU, il y a un certain nombre de choses. Et donc, si vous voulez, Israël refuse d'appliquer les décisions de l'ONU, y compris signées par les États-Unis, sur un certain nombre de plans. Il y a donc un problème. Moi, je pense que c'est à la communauté internationale d'intervenir pour essayer enfin de mettre fin à ce conflit qui produit le genre de choses que nous avons vues et que nous continuons à voir, parce que le bombardement de Gaza, c'est absolument épouvantable. Quand vous voyez les vidéos, tout ça est tout à fait horrible. On est bien d'accord. Alors, Alexandre Langlois, sur cette question d'abord, on l'a dit, du droit et de ce qui se passe en France, de Gérald Darmanin qui, a priori, interdit toute manifestation pro-palestinienne. Sur ces questions-là. Il y a plusieurs sujets. Effectivement, on a l'impression qu'on veut déjà décaler le sujet. C'est-à-dire qu'effectivement, comme l'a rappelé Régis, c'est un problème entre Palestiniens et Israéliens. Et on est en train de faire ça. D'abord, on est en train de dire que c'est un problème entre Hamas et les Juifs. Et après, même, on y a certains qui élargissent entre musulmans et Juifs. On va transformer ça en guerre de religion pour éviter de parler du problème de fond. Derrière ça, et ça, c'est repris dans les propos donc de Darmanin, et qui fait Effectivement, il a dit qu'ils avaient concouru à interpeller des personnes pour antisémitisme. Et en fait, dans ces personnes, il y a des gens qui tenaient des propos menaçants contre les Juifs, mais aussi juste des personnes qui avaient mis des bannières pro-palestiniennes. Donc en fait, il y a un mélange des genres. Et ce mélange des genres trouve sa racine quand, en 2019, la 15e législature, donc le mandat précédent d'Emmanuel Macron, avait voté à l'Assemblée nationale une résolution qui disait que toute personne critiquant Israël sera considérée antisioniste et donc antisémite. Et à partir de là, à partir de cette résolution, d'ailleurs, qui avait été votée pas très largement, il y avait un peu plus de 150 députés qui avaient voté pour et 70 à peu près contre. Et tous les autres avaient surtout été aux abonnés absents. Parce que justement, ça empêche le débat public. Aujourd'hui, toute personne qui voudrait proposer un autre son de cloche, qui voudrait débattre de ce qui se passe là-bas, qui n'a pas le point de vue d'Israël, serait considérée comme antisémite. Donc ça a été une résolution votée. Donc en fait, effectivement, ça crispe le débat. Qu'est-ce qui se passe derrière? Quand on empêche les gens de discuter, derrière, les gens vont dans la rue, on leur interdit leurs manifestations, des manifestations qui n'étaient pas pour
dire on soutient le Hamas, et c'est aussi ça le défaut de communication. C'était des manifestations qui disent qu'est-ce qu'on fait pour les pauvres gens qui sont dans la bande de Gaza qui se font massacrer. On parle des civils, on parle pas de ceux qui ont attaqué, qui ont commis des massacres de l'autre côté. Et en fait, à chaque fois, chacun parle de ceux qui commettent les massacres en oubliant toutes les populations civiles de chaque côté qui prennent les coups. Parce que tous ces gens qui provoquent les massacres ou qui font de la répression de l'autre côté, sont bien à l'abri dans leur petit bunker. Alors juste une précision quand même, faisons une parenthèse sur ces manifestations, parce qu'on en a vu quand même pas mal pro-palestiniennes qui attiraient, et ça aussi il faut le constater, des revendications et des instrumentalisations politiques et parfois justement qui dépassaient le cadre pro-palestinien pour tendre vers l'islamisme. Et alors justement, ça arrive au deuxième point, là c'est le côté police qui parle. L'avantage qu'il y a dans ces manifestations, c'est que déjà c'est les gens qui veulent la faire et qui l'organisent sont plutôt d'un point de vue qui est compatible avec les valeurs de la République, mais qui peuvent attirer, comme tu l'as dit, des gens qui ne sont pas compatibles. Et bien justement, l'avantage pour les services de police et les services de renseignement, c'est qu'on sait où ils sont. On peut les identifier, les regarder, que quand on interdisant les manifestations, ça complique le travail des services de renseignement derrière, parce qu'il faut aller les chercher partout. Donc d'un point de vue communication gouvernementale, on sort les muscles, mais derrière d'un point de vue sécurité de la population, mais on fait n'importe quoi. Donc en fait, il faut savoir des fois se dire, on encadre, ça nous permet d'identifier certaines personnes et d'aller derrière faire notre travail pour faire les interpellations si nécessaire, s'il y a des dépassements, plutôt que de se dire on interdit, ce qui frustre des gens qui vont être engrainés peut-être dans la mouvance la plus radicale. Donc en fait, c'est complètement lunaire les décisions ministérielles, en tout cas d'un point de vue hors de public. Et en plus, ce qu'on peut savoir, c'est que un des rares services de police qui a été renforcé depuis Emmanuel Macron, c'est les services d'ordre public. Donc je veux dire, on a eu des compagnies dans tous les sens, des moyens de gaz lacrymogène et tout ce qu'on veut. Donc c'est le seul créneau où la Macronie est forte. Donc du coup, pourquoi interdire ces manifestations si on sait faire pour les encadrer? Donc ça pose un problème à la fois de placement politique, parce qu'effectivement, il y a une limitation de la liberté d'expression, un problème de sécurité publique, parce que du coup, justement, on ne peut pas suivre correctement les personnes qui pourraient être tentées de venir et qu'on puisse les identifier. Et derrière, on sort les gros bras et ça va faire n'importe quoi. C'est ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Donc en fait, la conception politique qu'on est en train de voir aujourd'hui du gouvernement, je pense qu'elle est zéro au niveau de la sécurité publique, zéro au niveau de l'apaisement du débat. Ce qui va se passer, c'est que les gens vont s'énerver de plus en plus pour un débat, je rappelle, qui normalement n'a rien à faire sur le territoire national, vu que c'est un débat entre deux peuples qui sont au Moyen-Orient. Donc c'est-à-dire qu'on est chacun est en train d'extrapoler dans tous les sens pour en faire des fois une guerre de religion, mais à ce moment-là, on est complètement sur autre chose. Donc voilà, donc recentrons le débat, et malheureusement, la Macronie a sa part de problème pour ce qui se passe en France. Alors vous dites oui. Allez-y. Oui, Alexandre pose parfaitement bien le problème. C'est-à-dire qu'il y a un débat, mais bon, la communautarisation le permet, il y a un débat entre deux communautés, d'une certaine façon, qui n'a pas sa place chez nous. On peut avoir des opinions, on a un gouvernement, il est là pour exprimer une politique et une orientation, je considère comme mauvaise, parce qu'elle est trop unilatérale, et il y a également un autre problème, parce que ce que vient de dire Alexandre, c'est que, effectivement, de réprimer une des expressions, celui du soutien à la cause palestinienne, ça va créer des frustrations et ça peut avoir des conséquences, y compris en termes de radicalisation. Ça, il faut pas le négliger. Et c'est vrai qu'il y a un déséquilibre. C'est vrai qu'il y a un déséquilibre, y compris au niveau de l'encadrement des expressions. Je reviens sur Roger Carucci, qui est un personnage que je considère comme très sympathique, mais quand je l'entendais hier, j'étais effaré. Il avait monté une marche de plus. Et il disait, il faut punir ceux qui ne soutiennent pas le gouvernement israélien. Oui, tout à fait. Et il disait quasiment, ne pas soutenir le gouvernement israélien, c'est faire l'apologie du terrorisme. Mais où va-t-on ? Et donc, en face de ça, on a des gens qui sont branchés toute la sainte journée sur Al Jazeera. On voit les façades d'immeubles où il y a des drapeaux palestiniens. Il y a des photos qui circulent. Alors, c'est des photos dont certaines étaient anciennes, mais enfin, il faut pas se faire d'illusions. La communauté musulmane chez nous, et appelons-la comme ça, elle est favorable à la cause palestinienne. Donc, il faudrait qu'on soit, je veux dire, plus équilibré, et surtout que on arrive à circonscrire ce débat en disant, écoutez, il y a un conflit là-bas, on va essayer, nous, la France, de jouer un rôle diplomatique, parce que c'est le rôle qu'on doit jouer, mais pas chez nous. Oui,
Je suis peut-être juste dans la façon dont vous dites il y a une communauté musulmane, donc on doit être plus équilibré. C'est pas pour cette communauté musulmane qu'on doit être plus équilibré, on doit être plus équilibré de tout court, pas parce qu'on a une communauté ou une diaspora qui fait pression. Alors, justement, sur ce sujet, Clémence, et c'est là où c'est assez intéressant dans la dialectique du gouvernement, c'est qu'il nous parle de laïcité à tout bout de champ. Ils ont raison, et des fois, il a tort pour que ça converge avec des intérêts politiques. Mais là, la laïcité devrait être mise au cœur du débat. C'est-à-dire qu'on devrait dire en France qu'on peut être juif, on peut être musulman. C'est pas la question. La question, c'est de savoir que c'est un problème palestinien-Israël. Et justement, la laïcité devrait reprendre toute sa place dans ce débat. Et se dire, bah voilà, enlevons les religions et regardons juste les Palestiniens et Israël. Parce qu'il y a, comme l'a dit Régis, tous les Israéliens ne soutiennent pas leur gouvernement. Et pour que les Français comprennent bien, et tous les Palestiniens ne soutiennent pas le Hamas non plus. Voilà, mais dans le deuxième sens, voilà. Donc tous les Palestiniens ne soutiennent pas le Hamas et tous les musulmans de façon générale ne soutiennent pas le Hamas. Et pour que les gens comprennent bien, que tous les Français soutiennent Emmanuel Macron. Voilà. Donc je veux dire, à partir de là, c'est pas parce que Emmanuel Macron est notre président que nous sommes tous macronistes. Donc évitons justement les raccourcis qui empêchent le débat. Et dans ces temps de crise, ce que je trouve aussi assez dommage de nos politiques et puis des médias mainstream, c'est toujours de mettre les horreurs de chacun pour faire monter la sauce de la haine de l'autre. Et alors qu'il y a des initiatives qui sont faites par des musulmans, par des Palestiniens, par des Juifs, par des Israéliens, par des chrétiens d'ailleurs qui sont aussi là-bas, qui essaient justement de faire des choses ensemble pour essayer. Et c'est peut-être à ce moment-là qu'on devrait en parler et en parler aussi plus régulièrement pour dire qu'il y a aussi des choses qui se mettent en place pour le vivre ensemble. Et là, on est juste en train de parler de ce qui divise les gens. Donc ça, c'est très facile. Les gens tombent dedans et haïr son voisin est beaucoup plus facile que se dire comment on va se pardonner et avancer ensemble. Donc il y a ce côté-là, mais donc voilà. Donc aussi reprenons aussi que ce soit un débat laïque et aujourd'hui c'est enlevé. Il y a aussi un autre petit point dans la présentation que tu avais fait au début. Il y a des gens qui demandent la dissolution des LFI. Et ce que je constate aujourd'hui, c'est que dès qu'il y a un problème, la Macronie doit se frotter les mains, on demande la dissolution des mouvements. Dès que et tout le monde s'enfonce dedans. C'est-à-dire que là, c'est la droite plutôt qui demande la dissolution de LFI, mais la LFI demandait la dissolution des identitaires français, demandait la dissolution de Civitas. Et en fait, au fur et à mesure, plutôt que de se dire on va cadrer le débat en disant voilà les limites dans lesquelles on peut parler, on dissout les mouvements. Donc à chaque fois, on se dit on va résoudre le débat. Et finalement, les macronistes ont beau jeu de dire on dissout. À la fin, ils vont se retrouver tout seuls. Donc il serait temps aussi que les gens qui ont des opinions diamétralement opposées puissent se poser, se dire faudrait qu'on puisse chacun s'exprimer plutôt que se dire on demande au chef de dire à l'autre de se taire. Mais c'est quand même inquiétant de voir d'ailleurs qu'un député demande la dissolution d'un parti politique et donc d'un groupe aussi politique à l'Assemblée, tout simplement parce qu'ils ne sont pas d'accord sur un débat en plus de politique internationale. Enfin, on arrive à des stades assez inquiétants en effet, sachant qu'on avait déjà parlé aussi du fait que Darmanin, a priori, donc avant même que les manifestations aient commencé, empêche certaines manifestations pro-palestiniennes. Alors, autre question, toujours sur ce sujet-là, mais on va du côté maintenant des réseaux sociaux, on quitte la rue. Thierry Breton, donc le commissaire européen, a rappelé à l'ordre Elon Musk, vous savez, le patron de X, anciennement Twitter, en l'accusant de désinformation et en le menaçant d'une lourde amende ou même de la fermeture de X dans le traitement de l'information sur ce conflit israélo-palestinien. Alors je donne un petit peu l'histoire. Elon Musk lui a répondu publiquement sur Twitter. Il lui a dit alors s'il y a un problème, listez-moi les violations auxquelles vous faites allusion afin que le public puisse les voir, car chez nous il n'y a pas de chambre noire. Il fait allusion évidemment aux anciennes méthodes de Twitter avant qu'il ne reprenne. Et Thierry Breton a répondu bien vu. Donc en fait, il n'a pas donné les accusations et les violations auxquelles il faisait allusion. Mais sur ce sujet, encore une fois, je sais que vous vouliez réagir là-dessus aussi, Régis de Castelnau. Il y a une inquiétude, encore une fois, de censure et d'atteinte aux libertés d'expression. Je crois qu'on avait déjà parlé du Digital Security Act, qui est un cadre européen qui a été adopté par le Parlement européen et qui est très dangereux, qui donc oblige dans les pays à intervenir dès lors qu'il y a un contenu haineux et, comme a dit Monsieur Breton, des appels à la révolte. Donc effectivement, alors que c'est un des droits prévus par la Déclaration des droits de l'homme. Et donc on met en demeure les opérateurs de les supprimer dans des délais extrêmement courts sous peine d'amende très lourde. C'est un système
totalement liberticide et notre Thierry Breton est le petit télégraphiste de la répression. Enfin, c'est quelque chose d'assez effarant. Hein, il a tout raté sur le plan politique. Il a été ministre, ça a été lamentable. On l'a collé là-bas. Hein, et il en rajoute. Il fait du zèle sur les atteintes aux libertés. C'est difficilement supportable. Alors naturellement, il a en face de lui un adversaire costaud, hein, c'est-à-dire Elon Musk qui dit ah bon, c'est très mal ce qu'on fait. Bon ben alors donnez-moi les exemples. Il en a été incapable. Et ce que j'ai pu encore constater à cette occasion, c'est la lâcheté de Madame Colonna. C'est-à-dire que pourquoi je parle de lâcheté de notre ministre des Affaires étrangères, qui a dit oui, mais alors naturellement prenant le parti d'Israël dans la circonstance, parce que c'est la manœuvre de Breton vise essentiellement et d'abord à empêcher l'expression d'un soutien à la cause palestinienne. Hein, ce qui est un choix politique, hein, que je comprends, mais là, la méthode est inadmissible. Et Madame Colonna dit, grâce au droit européen, c'est-à-dire qu'elle ne revendique pas l'application des normes françaises, hein, elle s'abrite derrière le droit européen. Je demande à voir si les autres pays vont être aussi zélés, hein, que Monsieur Breton, qui est français, ou que Madame Colonna. Madame Colonna, effectivement, elle a une orientation politique gouvernementale à appliquer, hein, et elle n'a pas à s'abriter derrière un droit étranger. Enfin, il y a la souveraineté. On fait ce qu'on veut ici en France. Il y a beaucoup de choses à dire. Donc, une fois de plus, on s'abrite derrière Madame von der Leyen, hein, pour mettre en place chez nous des politiques répressives et lourdement attentatoires à la liberté d'expression. À ce sujet, Alexandre Langlois, vous souhaitez réagir aussi concernant ce danger d'atteinte aux libertés d'expression sur les réseaux ? C'est qu'ils sont ridicules déjà, parce que quand ils disent on va interdire Twitter, ils pourront peut-être l'interdire sur l'espace européen, mais aujourd'hui tout le monde a des VPN, donc peut se connecter de n'importe quel pays, donc pourront quand même accéder à X de n'importe quel autre endroit. Donc en fait c'est des menaces pour des gens qui ne connaissent même pas l'ère du numérique en fait. Je repense par exemple ce qu'ils avaient fait pour la chaîne RT Ocean Today, quand ils l'avaient censurée en Europe. Ceux qui voulaient continuer de la regarder avaient juste à mettre un VPN et pouvaient la capter ailleurs. Donc en fait les mesures sont à chaque fois, on fait de la censure pour le grand public et les gens qui sont les moins aptes avec les technologies, mais ceux qui veulent vraiment y aller pourront le faire sans être des hackers très difficiles. Donc en fait, ça frôle le ridicule. Et après les amendes, faut remplir les caisses, voilà. Et la dernière chose sur le fait de dire ce qu'avait fait au niveau européen, c'est d'accuser en masse sans rien dire derrière. Monsieur Darmanin l'a fait aussi en France en disant qu'il y avait des appels à la haine, etc., de la part d'associations et de partis politiques. Mais c'est bien gardé de donner des noms. Ça aurait été intéressant de dire tel nom, tel nom, tel nom. Méfiez-vous, non, j'accuse En Marche et chacun pourra mettre le nom qu'il veut derrière, comme ça. On adhère à un mouvement général, alors que personne ne sait sur quoi on adhère. Oui. Alors, on va élargir un petit peu le sujet, mais je pense qu'il y a toujours un écho à cette cause et à cette scène israélo-palestinienne. Ce sont les individus d'ultra-gauche et d'ultra-droite qui sont fichés S. On a découvert, a révélé Gérald Darmanin, qu'il y avait 3000 individus. Alexandre Langlois, ça aussi, ça vous fait réagir ? Ça me fait réagir parce que déjà, fichier S, on le dit toujours, c'est « Ah là, les fichiers S, c'est grave ». Alors, fichier S, c'est une mesure administrative à la base de surveillance. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des gens qui sont en relation avec des gens qui sont à surveiller. Enfin, il y a plein de raisons d'être dans une fiche S. Il y a différents niveaux de dangerosité. Donc, donner le nombre de fiches S, ça veut pas dire grand-chose. Le nombre de gens qui sont sérieusement dangereux pour la société aurait été plus pertinent. Et ensuite, je rappelle aussi que ces fiches S, notamment pour les mouvements d'extrême gauche et d'extrême droite, je rappelle que depuis Monsieur Macron, on peut ficher les gens pour leurs opinions politiques. Et si c'est le gouvernement qui décide qui est d'extrême gauche et qui est d'extrême droite, ça peut gonfler les chiffres de chaque côté. Et à l'inverse, des gens qui pourraient être intéressants de ficher parce qu'ils sont dans des mouvements violents. Je pense à tous ceux qui sont allés, donc là je vais donner 2 exemples pour prendre les 2 parties. Ceux qui sont plutôt allés se former militairement sur les théâtres ukrainiens, ils sont plutôt d'extrême droite, et ils reviennent en France, sont pas forcément suivis derrière. Et à l'inverse, il y avait, je rappelle, qui avait défrayé un petit peu la chronique à l'époque en 2016, il y avait la brigade Krasuki internationale qui était allée lutter contre Daesh avec les Kurdes. Très bien, écoutez, ça c'est à débattre, mais quand ils sont revenus en France, est-ce qu'on les a juste débriefés pour savoir ce qu'ils ont eu ? Non. Donc c'est-à-dire qu'en fait de ce côté-là, il y a des choses avec des gens qui ont des capacités, de guérilla, militaire, etc. Ceux-là, non. Par contre, Monsieur Darmanin et les gens dans les bureaux sont capables de ficher n'importe qui, en fait des opposants politiques, en fait, pour les suivre, savoir ce qu'ils font. Donc en fait, derrière ces chiffres, méfions-nous. Donc ça veut dire que là, à l'heure actuelle, ils ont l'air plus de se méfier de l'extrême gauche que de l'extrême droite. Très bien, ça peut changer demain. La vraie question, c'est qu'est-ce qu'on met derrière et quelle est l'efficacité pour la sécurité de la population. Et aujourd'hui, je pense que les véritables personnes qui pourraient être dangereuses, qui ont des techniques de guerre qui mériteraient un minima
on leur pose 2-3 questions, ce qu'ils ont fait dans des pays un petit peu où il y a justement de la guérilla, où ils ont pu apprendre des choses, ce n'est pas fait. Donc voilà, arrêtons de la communication des chiffres et passons à des choses pratico-pratiques. Et Monsieur Darmanin, je pense, en est loin. Voilà. Là, vous êtes du côté communication des chiffres, Gérald Darmanin, qui annonce à grande pompe ces 3 000 individus fichés. En revanche, côté justement de ces individus fichés, est-ce qu'il y a des conséquences du fait d'être fichés ? Les conséquences, ça peut avoir des conséquences à chaque fois qu'on passe la frontière, ou à chaque fois qu'il y a un contrôle routier, ou à chaque fois, des fois, quand des policiers sont pas forcément aptes parce qu'ils ont dans l'esprit qu'une fiche S c'est très grave, malgré que l'école de police on leur dit attention, il y a différents niveaux, donc ça c'est après pas bien fait, mais après sur le terrain on peut avoir on peut oublier certaines choses qu'on a eues en formation, des relations qui sont plus tendues avec la personne, et puis des fois même, faute de cette formation un peu plus poussée, que la personne soit alertée. Il y a certains fichiers S qui savent qu'à chaque fois qu'ils passent la frontière, ils en ont pour 10 minutes. Ils savent qu'ils sont fichés. Enfin, je veux dire, ils se font pas d'illusions là-dessus. Donc, il y a la force aussi de multiplier les fiches S aussi, plutôt que de les cibler sur les personnes réellement dangereuses et à surveiller. Donc, je rappelle qu'elles sont dangereuses, mais qu'on n'a pas les preuves pour les accuser, sinon elles seraient devant la justice. À force de les multiplier, les services de police s'éparpillent, plutôt que de se concentrer sur les essentiels aussi. Donc, quand on annonce 10 000 personnes fichées S, quand on connaît le nombre d'agents de renseignement en France, c'est quand même énorme pour le suivi derrière et la qualité du suivi. Donc, 2 solutions. Soit on veut maintenir le niveau de fichiers S, et à ce moment-là, faut recruter derrière en masse des personnes qualifiées. À 5 de moyenne, c'est compliqué en ce moment. Et le recrutement, c'est ce qu'on a pu voir la semaine dernière, était compliqué. Soit on se dit, on va faire de la qualité. On va enlever certaines personnes et on va faire de la qualité pour se concentrer sur l'essentiel, plutôt que d'annoncer des chiffres qui sont, pour moi, un échec, tout simplement. Régis de Castelnau à ce sujet. Alors, pardon. Alexandre a raison. Il y a le travail nécessaire sur les gens susceptibles de poser des problèmes à la République. Je trouve ça tout à fait normal. C'est un travail de police, ça s'est toujours fait, et ça doit se poursuivre. Le problème, c'est la façon dont on le fait. Et clairement, Gérald Darmanin fait de la démagogie, il fait de la politique, il passe son temps, il avait dit d'ailleurs, je demande à mes préfets d'interdire a priori toutes les initiatives, pas seulement manifestations, les colloques, etc., organisées par l'extrême droite. Alors, qui décide, Alexandre, et qui est d'extrême droite ou pas? Et ça montre bien que c'est un enjeu politicien très fort. C'est pas un enjeu politique, c'est d'abord un enjeu politicien, et ça c'est malheureusement assez grave parce que chacun ensuite va l'utiliser. On a récemment, à l'occasion des élections sénatoriales, le Rassemblement national qui a fait un recours contre le classement à l'extrême droite des listes sénatoriales du RN. Et le Conseil d'État a dit non, pas du tout, vous êtes d'extrême droite, vous êtes des vilains quasi-nazis, etc., etc. Donc on a eu une intervention du juge qui est venu dans ce marigot-là, parce que le RN, il a eu un candidat au 2e tour de l'élection présidentielle. Il a pas loin de 100 députés, c'est une force politique importante. On a tendance à l'ostraciser parce que ça, du côté d'Emmanuel Macron, on fait du en même temps. Pour l'instant, c'est plutôt la fête de LFI. J'entendais hier Jean-Luc Mélenchon fou furieux parce que je crois que c'est Meyer Habib, le calamiteux parlementaire des Français de l'étranger, qui disait « Ah non, maintenant le RN, il fait partie de l'arc républicain, ce sont les gens de LFI qui n'en font pas partie. » Donc, il y a une façon de traiter le champ politique représenté à l'Assemblée nationale qui est, à mon avis, grave, qui est déplorable, et on retrouve cette approche, me semble-t-il, mais je pense qu'Alexandre le sait mieux que moi, on retrouve un peu cette approche à base de manipulation politicienne dans le travail qui est fait sur les fichiers, sur les personnes poursuivies. D'ailleurs, quand on met en avant les chiffres, on s'aperçoit que, je trouve ça un peu étrange, parce que ça se reflète pas dans l'actualité, les fichiers, les personnes surveillées dites d'extrême droite sont 2 ou 3 fois plus nombreuses que celles dites d'extrême gauche. Bon, je sais pas jusqu'à nouvel ordre. Dans les manifestations, on l'a vu au moment des grands mouvements sociaux, c'était plutôt les antifas, c'était plutôt ces groupuscules-là qui posaient le plus de problèmes. Vous voulez répondre, Alexandre Langlois ?
C'est qu'après, c'est toujours ce qu'on fait. C'est par exemple sur l'extrême droite, il y avait eu, à l'époque, c'était Monsieur Nunes qui était responsable de la DGSI. Il y avait un mois de juillet, c'était l'été, il fallait meubler, il fallait dire que l'extrême droite était dangereux. C'était à l'approche de quelle élection, parce que c'est toujours à l'approche d'élection qu'on fait monter la sauce en fonction de l'opposant politique qu'on estime le plus dangereux pour soi. Et donc, ils avaient monté en affaire en disant il y a des réseaux d'extrême droite dans la police et l'armée. Voilà, donc ça avait fait des gros titres des journaux. Par contre, derrière, ça avait pas fait des gros titres en disant, juste ballon de baudruche. C'est un bar de sympathisants, effectivement, plutôt avec des idées très radicales, mais qui discutent au café du commerce, qui sont dangereux pour personne, qui étaient anciens militaires, anciens policiers, qui étaient plus dans la police et les militaires actifs. Donc en fait, on est capable de monter des dossiers pour derrière, ça fasse pchit. Ils avaient fait la même chose aussi pour les caténaires, pour l'extrême gauche, aussi quelques années avant, sous je sais plus quel président, mais pareil. Donc chacun monte des trucs et quand on arrive devant la justice, si on y arrive, parce que des fois il y a même pas de quoi arriver devant la justice, ça fait juste. Donc en fait, on est capable de servir des services de renseignement français, de dire il y a une menace. Et là, tout le monde reprend. Et puis derrière, quand la menace, en fait, il y avait rien, là, il y a plus personne pour le diffuser. Donc c'est ce côté-là aussi qui fait que ça pose des difficultés. Et donc aussi peut-être au niveau des fiches, peut-être qu'au début du mandat d'Emmanuel Macron, c'était plutôt l'extrême droite. Donc après, le temps de refaire des nouvelles fiches, parce que c'est quand même une machine bureaucratique, la police et la gendarmerie et les services de renseignement de façon générale. Donc le temps qu'ils inversent la tendance. Donc mais voilà, demain malheureusement, après c'est eux qui choisissent qui est d'extrême droite, qui est d'extrême gauche, et qui choisissent comment on positionne les gens. Donc en fait, ils peuvent demain nous inverser les chiffres en disant on a changé les gens de case parce que c'est notre bon vouloir. Ouais. Eh bien, en tout cas, merci beaucoup à vous deux, Alexandre Langlois, Régis de Castelnau, et merci à vous tous de nous suivre.